Les jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu, bonjour à tous. Et les entreprises confrontées à la crise Covid, notamment à l'absentéisme, salariés atteints par le Covid, cas contact pour certains en arrêt maladie, pour d'autres en isolement. De nombreuses entreprises se retrouvent en difficulté. Alors quelles sont les règles précises? Comment les entreprises font face? Quelles conséquences sur l'activité économique? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec nos 4 invités. Mim Sidele, la présidente du MEDEF, Géraldine Sand, qui est présidente de l'Association des DRH en Calédonie, Philippe Di Maggio, chef du service prévention des risques professionnels à la DTE, et le docteur Paul Béjean, vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins. Bonjour à tous les 4. Bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur un sujet qui inquiète un peu les entreprises, confrontées, on le disait, à un absentéisme, dans certains cas, qui peut être préjudiciable jusqu'à leur activité. Je me tourne d'abord vers vous, Géraldine Sand, vous êtes la présidente de l'Association des DRH, donc en première ligne sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises rencontrent des difficultés, ou est-ce que finalement la crise est en train de se gérer ? Non, les difficultés d'absentéisme sont accentuées sur ces dernières semaines. Elle a vraiment augmenté et c'est constaté dans toutes les entreprises avec les retours que j'ai en ce moment, c'est plus de 10%. Ça va aller bien sûr... dans d'autres entreprises, ce sera plus important. Suivant les cas, vous allez avoir des services qui vont être particulièrement impactés en type de cluster. Dans d'autres cas, ce sera moins imposant. Mais réellement, il y a une augmentation de l'absentéisme. Et on peut dire que c'est plus compliqué dans les entreprises, on va dire, petites et moyennes que dans les entreprises un petit peu plus établies ? Pas nécessairement, parce que l'adaptation est partout le mot d'ordre. C'est même plus de l'agilité. Là, il faut être multitâche. Voilà, donc ceux qui travaillent sont multitâches et doivent pallier les absences des autres. Et dans certains cas, il y a des fermetures de services, des reports d'activité, des baisses de production, voire des arrêts de production. Sur le constat, Mim Sidele ? Totalement partagé, c'est les retours qu'on a et effectivement pour certaines entreprises c'est l'arrêt total de l'activité qui a été constaté. J'ai en tête une entreprise de 8 salariés dont les 8 salariés étaient arrêtés en même temps, donc évidemment c'est extrêmement lourd pour la gestion des entreprises. Alors je me tourne vers le docteur Paul Béjean qui est vice-président du Conseil de l'Ordre parce que je le disais en introduction, il y a des cas très différents, il y a des arrêts maladie, il y a des mesures d'isolement. Aujourd'hui vous êtes conscient aussi bien évidemment vous médecins, mais c'est pas votre problème prioritaire que les mesures qui sont prises peuvent impacter les entreprises ? Ça a été très bien dit tout à l'heure, on a deux cas de figure, on a l'isolement et l'arrêt pour maladie. Donc on a 2 cas de figure, l'un qui est un cas de figure politico-administratif, c'est une décision du gouvernement à travers la DAS. Là, vous parlez de l'isolement. De l'isolement. Par contre, le reste, c'est de la médecine pure, et le médecin, il est fait pour faire de la médecine. Donc, nous sommes confrontés à 2 choses. L'une, isolée, mais ça, on n'y peut rien, et on nous donne de nombre de jours bien précis. 5 jours pour les vaccinés, 7 jours pour les non-vaccinés, 2 jours si tout va bien. Et après, on nous a inventé un peu le côté post-symptomatique, c'est-à-dire un peu plus que rien, mais beaucoup moins que quelque chose. Donc il faut gérer ces fameux 2 jours aussi, avec test ou pas test. On est quand même un tout petit peu embêté donc pour répondre. Mais effectivement, les entreprises, elles se heurtent à la première problématique qui est celle de l'isolement. Puisqu'on ne peut pas dire on ne va pas vous isoler. Après, oui, vous avez des cas de maladie, vous avez des personnes qui soient vaccinées ou pas vaccinées, qui sont vraiment malades, qui toussent pendant plus longtemps, qui sont courbaturés, qui font de la fièvre plus longtemps que d'autres. Mais nous ne sommes pas égaux devant le virus, qui sont Omicron, Delta ou autre. Et ça, c'est de la médecine, par contre. Et là, la proposition, elle est tout à fait différente. On connaît son patient. Écoutez, vous allez vous en sortir, ça va un ou 2 jours. Oui, docteur, vous inquiétez pas. Reste un tout petit peu le problème du fait qu'on peut être contagieux ou pas. Et après, devant nous, on a aussi, et ça serait intéressant d'en discuter, les entreprises. Parce qu'au niveau des entreprises, vous avez des prises de position qui ne sont pas toujours cohérentes, dans la mesure où il y a des entreprises où on vous dit au bout de 5 jours, vous ne testez pas.
Alors qu'il y a des entreprises qui vous disent si on veut à tout prix qu'il soit testé. La DAS, elle dit non, ce n'est pas nécessaire. Et ces gens-là, malheureusement, de temps en temps, ils viennent positifs. Mais on sait pourquoi. Alors, cet état des lieux que vous dressez, Géraldine Sand, on comprend bien que c'est compliqué pour les employeurs parce que entre l'isolement, les arrêts de travail, ce qui est prévu, ce qui est possible, ce qui est faisable, il faut apprendre à jongler avec tout ça. Oui, alors disons que la base pour nous en entreprise reste les directives de la DAS. Voilà, parce que la situation est déjà suffisamment complexe. Donc, il nous faut partir d'un référentiel qui soit commun. Et le référentiel commun, ce sont les directives de la DAS. Et donc, nous partons de ce constat-là. Ensuite, il y a la bonne volonté de tout le monde. J'entends par là que si un salarié déclare être vacciné et qu'il a fourni volontairement le justificatif de sa vaccination, on considère qu'il est vacciné. S'il y a des salariés qui ne veulent pas dire s'ils sont vaccinés ou pas, c'est de leur choix, mais vous voyez bien que dans ces situations-là, qui sont minoritaires quand même, mais ce sont des cas qui nous posent des questions, nous devons effectivement aller plus loin, enquêter, etc. Donc voilà, mais nous on part d'une base qui est la seule qui est, objective pour nous, ce sont les données, les directives de la DAS. Et à partir de là, soit on a des salariés avec nous, et c'est quand même la grande majorité, qui sont solidaires de cette situation et qui comprennent et qui sont, conscients qu'ils défendent leur outil de travail aussi. Et puis, dans d'autres cas, nous avons des cas minoritaires. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez ? On fait avec. Mais on gère à ce moment-là au cas par cas. Alors, on fait avec, mais est-ce qu'on subit aussi d'une certaine façon, même si délai ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de la concertation avec le monde de l'entreprise pour la mise en place de ces mesures ? Parce que forcément, on imaginait bien, et les pouvoirs publics pouvaient imaginer qu'elles auraient un impact. Alors, au début, oui. Je vous rappelle qu'on a eu une conférence sociale à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, où on a eu une présentation d'ailleurs de grande qualité de la DAS, qui nous a permis à tous, partenaires sociaux, de comprendre les enjeux et la nécessité d'un certain protocole sanitaire qui avait été décidé à l'époque entre obligation vaccinale et on a embrayé sur la rédaction de projets de loi concernant justement la gestion des salariés en période épidémique. Le problème, c'est qu'entre-temps, évidemment, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, nous aimerions avoir une réévaluation par la DAS de la situation sanitaire de façon à comprendre les mesures qui nous sont imposées. Encore une fois, ce ne sont pas les partenaires sociaux ni le MEDEF qui font la politique sanitaire dans les entreprises. On applique très clairement des directives, mais je dirais que c'est mieux quand on les comprend. Là, on est dans une situation où on aimerait bien quand même qu'il y ait une réévaluation sanitaire objective et puis qu'on partage à nouveau nos difficultés au quotidien. On salue la suspension des arrêts de travail pour cas contact, qui était devenue une aberration totale, on va dire les choses comme elles sont. On partage ce que nous disent nos collègues médecins et la NDRH, qui est de dire on pourrait peut-être maintenant faire du cas par cas, mais à partir de là, on n'est pas médecin, c'est pas à nous de décider, mais on demande qu'il y ait une réévaluation sanitaire publique et du coup des protocoles adaptés. Docteur Paul Béjean, puis après on écoutera Philippe Dimaggio, il y a des choses à dire aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce discours. Effectivement, nous, à notre niveau, c'est la même chose et on est tout à fait intéressé de rediscuter avec la DAS de ce que peuvent faire les médecins généralistes, donc qui sont les médecins de première ligne, qui ont devant eux avant tout des malades. On est fait pour ça, on a appris à soigner. Mais en même temps, on est un tout petit peu contraint donc par le côté d'isolement, de confinement, etc., qui lui est administratif. Et là, on n'a pas eu non plus ce retour. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, on était à 7 jours et 5 jours, 10 jours et 7 jours, et après on est passé à 7 jours et 5 jours. Donc, tout d'un coup, comme ça, tiens, bon, ça arrange tout le monde. Hein. Il y a eu le même problème avec les crèches. À un moment donné, on a dit, voilà, on ne va pas les fermer, on va essayer de faire ça, ça et ça. Sauf que les enfants ne pouvant plus aller en crèche, ils n'allaient pas au travail, les parents, parce qu'ils devaient garder les enfants. Donc ça a posé problème. Et personne n'avait été concerté à ce niveau-là, dont les médecins n'allaient pas donner des arrêts de maladie aux parents, puisqu'ils n'étaient pas malades. Par contre, il existe par convention des arrêts pour enfants malades. Mais n'empêche que des salariés se sont retrouvés coincés
Donc effectivement, il n'y a pas eu de discussion. Nous, c'est ce qu'on attend, tout comme vous venez de dire, au niveau du patronat, etc. On doit rediscuter. Un point particulier, Géraldine Sand, parce qu'on comprend bien quand il y a un arrêt de travail, les choses sont à peu près claires, évidemment, puisqu'il y a un périmètre, c'est fini, etc. Quand c'est une personne qui déclare devoir être à l'isolement, est-ce qu'elle doit fournir des justificatifs auprès de son employeur, ou est-ce que ça fait, comme vous le disiez, sur la bonne foi des uns et des autres ? Alors, il y a un point délicat qui est, je pense que je regarde Philippe, mais sur l'obligation ou pas de justification de vaccination. Quand nous avons connaissance d'un cas qui est non vacciné et donc qui a nécessité un isolement, eh bien, écoutez, on a une discussion en tête-à-tête avec la personne. Après, encore une fois, je vous dis, il peut y avoir aussi des cas où les personnes ne disent rien. Bon, donc... en plus, c'est de l'ordre du secret médical, donc l'employeur ne peut pas forcer les choses. Voilà, donc après, si vous voulez, il y a aussi quand même un aspect, c'est que les salariés se rendent quand même bien compte qu'ils mettent en danger leurs collègues dans un certain nombre de circonstances. Donc, si ce n'est pas le RH qui est au front, la personne qui n'est pas collaborative dans cette situation-là, elle va être aussi, de par ses collègues, soit mise à l'écart en quelque sorte, ou alors il va y avoir une situation de tension. Donc, globalement, cette situation d'isolement, on essaye de la détecter au mieux que nous pouvons. Et nous voyons comment la personne peut être isolée avec l'indemnisation ou pas, ou en congé. Enfin, on va y revenir à cette partie-là parce qu'elle est importante aussi. Mais encore une fois, il y a la responsabilité des ressources humaines de l'employeur, mais il y a aussi la responsabilité de l'individu, de chacun. Et si quelqu'un préfère ne rien dire et mettre en danger d'une certaine façon d'autres collègues parce qu'il se sait qu'il doit être isolé, c'est pas correct. Alors Philippe Nimadjo, on ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Comment vous suivez tout ça ? Quel regard vous portez sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises par rapport à cette situation sanitaire et à ces règles édictées ? Alors d'une part, déjà, les règles sanitaires, par définition, vous savez, on fait tous face aujourd'hui à une situation inédite, la Covid, Omicron, etc., etc. On se croyait un petit peu sorti d'affaire avec la baisse du taux d'incidence après le confinement et le variant Delta. Il se trouve que raté, voilà, on est tous repartis en flèche et on se retrouve faire face dans des délais très courts. Et il faut quand même prendre en compte cette notion, c'est que de manière très rapide, il faut mettre en place des mesures d'ordre public qui, bien évidemment, vont faire les affaires des uns et moins faire les affaires des autres. Et puis, il y a le fait qu'il y a cette montée épidémique qu'il faut contrecarrer d'une manière ou d'une autre. On s'aperçoit aussi, et moi je le pense, en tant que spécialiste de la prévention, que les gestes barrières ne sont plus si efficaces que ça face à Omicron. Ce qui fait que ça complique encore plus la situation. Il y a eu des adaptations. Minty parlait tout à l'heure de réévaluation. Oui, je pense qu'il faut réévaluer, mais ce que je sais aussi de mes collègues de l'ADES, c'est qu'elle réévalue régulièrement. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'en date du 11 février, qu'effectivement, il y avait eu cette réévaluation où on a supprimé la notion de personne contact parce que, évidemment, derrière un cas positif, il y avait 5 personnes contact. Donc, on ne s'en sortait plus dans les entreprises, c'était évident. Et là, il y avait urgence. Moi, ce que je crois, c'est qu'évidemment, c'est l'engagement responsable de chacun. D'accord ? Je pense aussi que la crise Covid, d'une manière générale, a amené toutes les sociétés, tous les gouvernements à faire l'impasse sur certaines libertés, à faire l'impasse sur certains fondamentaux, sur certaines valeurs, comme le secret médical. Effectivement, un employeur ne peut pas demander à son salarié « est-ce que tu es vacciné ou est-ce que tu n'es pas vacciné ?» Ça relève du secret médical. Et donc, mettre des mesures en prenant en compte effectivement cette notion de vaccination, ça peut poser et ça va poser des difficultés, c'est évident. Mais en même temps, comment faire ? En même temps, comment faire pour réduire ? Essayer de trouver le juste milieu pour la personne dans son état vaccinal, par exemple, et le fait qu'elle doit continuer à travailler. Donc, effectivement, il y a cette période d'isolement avec des variations qui sont compliquées à ajuster. Et je crois qu'il faut faire confiance... moi, par définition, vous savez, c'est pas mon métier, donc je fais confiance aux scientifiques et aux médecins qui nous donnent des directives.
et qui nous permettent d'avancer. Tant bien que mal, mais d'avancer. Parce que le grand risque, c'est l'arrêt des activités. Géraldine Sand. Alors, je réagis, Philippe, je réagis. Plusieurs choses. On ne peut pas dire à cette radio que les gestes barrières ont moins d'efficacité. Je vous en prie. Par rapport à Omicron. Hein, oui, mais même, enfin, je veux dire, attendez, dans nos entreprises, on dit tous les jours, on rabâche tous les jours à nos salariés qu'il faut appliquer les gestes barrières, porter son masque, se laver les mains, distance, ne pas être en réunion, faire du visio, etc. Donc, ne disons pas à cette radio que les gestes barrières sont moins efficaces. On va où, là ? Deuxièmement, vous m'expliquez comment la DTE, qui demande aux entreprises de relever la vaccination ou pas vaccination, comment je fais si je ne demande pas à mon salarié « êtes-vous vacciné ou n'êtes-vous pas vacciné ?» Vous m'expliquez comment je fais. Donc, nous l'avons fait. Dans un nombre conséquent d'entreprises, c'est fait. Et ça se passe globalement bien. Mais ne dites pas à la radio que l'employeur n'a pas le droit de ceci, n'a pas le droit de cela. Moi, je vais me retrouver avec des partenaires sociaux qui vont débouler dans les bureaux des ressources humaines et chez les employeurs. Et vous allez me soutenir, je pense, dans ce point de vue, pour dire, mais Monsieur Di Maggio a dit à la radio que vous n'aviez pas le droit de contrôler la vaccination. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de soutien dans cette affaire. Donc, à propos de la vaccination, les choses se passent bien dans 98% des cas. Les gens, volontairement, parce qu'ils veulent se protéger et qu'ils veulent protéger leur outil de travail, partagent une information. Et c'est un cas minoritaire et extrêmement minoritaire qui pose souci. Voilà, j'ai dit. Philippe Di Maggio, vous voulez réagir? Disons que je comprends ce que tu dis, Géraldine, mais en même temps, il ne faut pas... Enfin, mais ça illustre bien toute la complexité de la situation. Voilà. On est là, il faut bien faire la différence entre les entreprises que tu peux représenter, d'accord, et le reste de la population. Il y a des tas d'entreprises qui ont le réflexe d'aller sur le site du gouvernement, d'aller sur le site de la DTE, de s'enquérir, ou en tout cas télécharger les guides et de trouver de prendre leur téléphone, de nous passer des coups de fil pour prendre des informations. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une grande partie de la population, et des entreprises, et des chefs d'entreprise, qui n'ont pas du tout ce réflexe. Et nous, on le sait très bien, puisqu'on a écrit 14 guides, et il y a très peu de gens qui ont lu ces guides. Docteur Béjean. Je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vient de dire notre collègue Géraldine Sand. Géraldine Sand. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont vraiment les gestes barrières. On discutait hors microphone avant l'émission. Il y a quand même beaucoup moins d'arrêts de maladie pour gastroentérite, grippe et tout un tas de viroses de cette période de l'année. Oui, parce qu'il y a d'autres maladies. Parce que tout simplement, on se lave les mains, parce que tout simplement, on porte le masque, parce que tout simplement, on fait beaucoup plus attention. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui nous reste de primordial. Ce sont ces gestes barrières. Comme je disais tout à l'heure, il y a 3 ou 4 ans, on rigorait, on voyait les Japonais avec le masque. Mais maintenant, les Japonais, c'est nous. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces gestes barrières sont aussi efficaces pour le variant Delta que pour le variant Omicron? Alors, le variant, ils sont efficaces pour toute agression. Donc, qu'ils soient moins efficaces pour le Delta, ils étaient efficaces. Mais parce qu'effectivement, on était dans une autre bulle, la bulle était plus grande. La distanciation, on pouvait rester à 2 mètres. Avec l'Omicron, c'est un peu comme une grippe. Quand vous avez la grippe et vous prenez l'avion pour rentrer à Métropole ou vous revenez de Métropole, vous avez 2 grippés. Arrivé à Nouméa, l'avion est grippé. À l'époque, avec le Delta, dans l'absolu, et scientifiquement parlant, vous avez 2 Delta. Bon, ils arrivaient à Nouméa, ils étaient peut-être 10 Delta, ceux qui étaient tout autour. Avec l'Omicron, on revient vers la même situation virale. On va être beaucoup plus contagieux. Donc effectivement, mais n'empêche que on porte un masque, on se lave les mains, on fait attention, on reste à distance, etc., etc. Où est-ce qu'on attrape l'Omicron, où est-ce qu'on a attrapé le Delta? Actuellement, il est connu partout qu'on attrape les Microns, les pauses café, les pauses cigarettes, et au moment où on mange ensemble. Ça, c'est prouvé. Mais partant de là, effectivement, revenir au milieu du travail, je suis désolé, mais on ne pourra jamais dire qu'un tel a attrapé l'Omicron au travail alors qu'il a pu l'attraper en faisant ses courses.
oui, il est beaucoup plus contagieux. Oui, il peut rentrer par un masque qui n'est pas parfaitement isolant, etc. Mais n'empêche qu'il est partout. Même si délai. Oui, je rebondis sur ce sujet, puis je vais en aborder un autre. Sur les mesures barrières, effectivement, il y a des réflexes qui sont rentrés dans les mœurs en entreprise, et c'est une bonne chose. En revanche, n'oublions pas qu'il y a d'autres contraintes qui pèsent sur beaucoup d'entreprises, par exemple les jauges, toutes les salles de sport, les restaurants, aujourd'hui, ont une activité qui est dégradée. Combien de temps est-ce que cette mesure-là, par exemple, va être valide? Il ne faut pas non plus oublier qu'on fonctionne au ralenti depuis maintenant des mois dans un grand nombre de secteurs de la vie économique. Et ça fait partie de la réévaluation qui me semble absolument nécessaire. L'autre point, c'est cette fameuse loi sur l'obligation vaccinale dans les secteurs dits sensibles. Je vous rappelle qu'elle est prévue jusqu'au 28 février, que nous sommes le 17, et qu'aujourd'hui, depuis ça devait le être mois étudié la d'octobre... semaine dernière, il faut le dire, il y a eu une dépression qui a un peu empêché les choses d'avancer. Il y a plusieurs travaux qui sont en cours. Il y a les travaux qui sont en cours avec les partenaires sociaux sur un texte de loi qui pour nous, en fait, peut s'adapter à la situation actuelle, mais pourra nous servir dans le futur, parce qu'on n'est pas à l'abri, dans 6 mois, d'un variant XY qui soit extrêmement grave, avec des mesures d'isolation, là aussi, strictes. Il faut finir ce travail, quelle que soit la situation sanitaire actuelle, il faut qu'on aboutisse sur ce texte qui a fait l'objet de beaucoup de travail. Et en effet, il y a cette deadline de fin février, encore une fois, ça a déjà repoussé 2 fois, et là, on attend, malgré tout, une décision pour pouvoir aussi prendre des mesures dans nos entreprises. On ne peut pas nous prévenir le vendredi pour le lundi. Et j'alerte, je dis, il ne faut pas abandonner les travaux en cours sur les risques épidémiques en entreprise. Et là, je le dis devant Philippe, qui je pense est d'accord avec moi, il faut qu'on finisse parce qu'on n'est pas à l'abri dans quelques mois d'avoir à nouveau une épidémie grave. J'en reviens un instant, puis je vous passe la parole, Géraldine Sand, à ces gestes barrières qu'évoquait Philippe Maggio quand même. Parce qu'en gros, ça fait 1 an et demi à 2 ans que ces gestes barrières sont mis en place dans les entreprises. Il y avait au départ une peur quand même beaucoup plus forte de la maladie qui pouvait provoquer des conséquences graves. Aujourd'hui, elle s'est un peu banalisée, cette maladie. Donc du coup, est-ce que les gestes barrières en entreprise, quand même, n'ont pas tendance à se banaliser un petit peu ? Je ne sais pas si tu veux répondre, mais bon, pour la période encore actuelle, il y a moins de peur, oui, quand même. enfin, ça fonctionne. Voilà. C'était juste la pression que je voulais. Oui, c'est la deadline du 28 février sur laquelle effectivement, il y a une sonnette d'alarme. Je veux dire, vous vous rendez compte que les DRH, les chefs d'entreprise sont là en train d'attendre. C'est dans 11 jours, on nous a déjà repoussé les choses, tout le monde est... Enfin, c'est hallucinant d'être à 11 jours et de se dire on n'a toujours aucune visibilité. À 11 jours, voilà. Donc, effectivement, nous espérons vivement avoir une information qui ne soit pas la veille pour le lendemain. Mais je comprends la complexité en même temps de la situation. Mais... Enfin, les entreprises ne peuvent pas mettre en place des mesures qui soient majeures, parce que ça a un impact majeur pour les entreprises, en n'ayant pas d'infos 10 jours avant. Ça, c'est relativement complexe, enfin, clairement. Philippe Maggio ? Ce que je voudrais dire simplement, c'est que, vous savez, encore une fois, c'est toujours une adaptation en fonction de la situation. Et là, on est vraiment dans une flambée épidémique. Donc c'est très difficile de prendre des décisions. Je ne dis pas qu'il ne va pas falloir les prendre, bien évidemment, et qu'il faudrait les prendre le plus vite possible pour que chacun puisse être informé. Ceci étant, je le dis devant ce micro, personne n'a le couteau sous la gorge, parce que tout le monde est bien conscient, que ce soit le gouvernement, comme tous les responsables et toutes les personnes qui travaillent sur ces dossiers, qu'aujourd'hui, la situation doit être mesurée et proportionnée. Voilà. Vous savez, la qualité de notre vie, notre qualité de vie, elle va revenir en fonction de la situation épidémique. Et finalement, de l'efficacité de tout le travail qu'on aura tous fait autour des gestes barrières. Je salue les entreprises et les employeurs, encore une fois, parce que on sait que dans les entreprises, il y a énormément de travail fait autour de cette prise de conscience, y compris même sur la vaccination, qui n'est pas forcément le sujet facile à aborder dans l'entreprise. Hein. Donc, voilà, mais bien évidemment, bien entendu que c'est évident, et que je ne parle même pas de ceux qui doivent présenter le pass sanitaire, qui ne sont pas à jour du pass sanitaire, etc., etc. Il y a des difficultés phénoménales. Il y a nécessairement une adaptation à mettre en place, ça on n'arrête pas de le dire, mais faut-il encore que cette adaptation soit cohérente avec la situation sanitaire. Et d'un côté, il y a une population à protéger, de l'autre côté, il y a une économie à maintenir et même
à sauver, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans une question de sauvetage de l'économie, plus que dans une maintien... Donc la ligne de crête est compliquée. Ah, clairement. Et qu'il n'y ait pas aujourd'hui de décision prise, on ne va pas dire que c'est la dépression d'Ovi, c'est certainement pas ça, c'est pas du tout le sujet, c'est qu'on peut prendre des décisions qu'en fonction de chiffres et de données. Et des données, elles sont difficiles à collecter en l'espace d'un mois. C'est pas simple d'aller... Il y a 14 000 entreprises en Nouvelle-Calédonie, en tout cas entités, d'accord ? C'est pas simple d'aller chercher de l'information dans ces entreprises. Alors Dieu merci, on a des organisations patronales, syndicales, des organisations professionnelles qui permettent de collecter de la donnée, mais ça n'est pas non plus suffisant par rapport aujourd'hui à la situation sanitaire pour prendre des décisions comme ça rapides. Et en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, les mesures barrières, les mesures d'isolement en cas de maladie, tout ça, ce sont des mesures qui sont les unes derrière les autres et bien évidemment rapportées à l'ensemble de l'entreprise extrêmement compliquées et impactantes, mais en même temps, c'est chaque fois des problèmes différents qu'il faut traiter avec des données différentes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il y a effectivement cette situation, je dirais, d'attente et peut-être pas du dernier moment, mais en tout cas de donner une décision à un moment, je dirais, éclairé, quoi. Alors, Géraldine Sand et ensuite le docteur Béjean. Je voulais, dans la discussion que nous avons là, saluer quand même dans cette situation de crise sanitaire, saluer l'ensemble des personnes qui travaillent parce que c'est quand même important. Saluer ceux qui souffrent parce qu'ils sont malades, bien sûr, mais grandement, il y a une telle conscience de la situation et de la défense de son emploi et de la défense de son entreprise que l'ensemble des salariés, de l'encadrement, des patrons d'entreprise et des partenaires sociaux dans leur grande majorité, eh bien effectivement font ce qu'ils peuvent pour pouvoir continuer à travailler. Donc je tenais à ce que ce soit exprimé parce que c'est une partie de fatigue qui est important d'évoquer, que la surcharge créée pour ceux qui restent dans les entreprises crée depuis maintenant longtemps une réelle fatigue. Docteur Béjean. Pour revenir sur l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, c'est pas parce qu'on a gagné la guerre, ce qui n'est pas vrai, qu'on va avoir une excellente paix. C'est-à-dire que pour le moment, oui, nous avons une obligation de vaccination. Je ne suis pas un inquisiteur, mais à côté de ça, on dit faites-vous vacciner. Mais si vous ne faites pas vacciner, on verra bien si peut-être il y aura quelque chose contre vous. Je ne sais pas pour être contre qui que ce soit. Mais c'est vrai que ça a laissé quand même un trouble. Et ce fait de décider à la dernière minute, je comprends les entreprises. J'interviens dans une maison de retraite, dans une EHPAD. Effectivement, quand vous arrivez au 30 octobre ou 30 novembre, on vous dit qu'est-ce qu'on fait, et que les infirmières disent écoutez, moi je ne suis pas vacciné, c'est ma liberté. On ne peut pas faire les plannings, et puis c'est le mois d'après, le mois d'après, et le mois d'après. Cela pose vraiment problème. Donc, il faut savoir comment sortir. Moi, je peux très bien comprendre un politique, quel qu'il soit, qui a dit, ben voilà, j'ai pris la suite ou j'ai eu le courage de prendre une décision. Maintenant, il faut sortir de cette situation. Comment est-ce que je vais sortir ? C'est peut-être pas toujours facile, parce que peut-être qu'ils pensent que ce n'était pas la bonne décision. Mais là, il faut sortir. Et je crois, encore une fois, ce qui ressort de cette émission, c'est qu'on doit discuter rapidement. On sait ce que ça veut dire. Les médecins savent prendre des décisions rapides. Les professionnels savent prendre des décisions rapides. On est passé par là, ça fait 2 ans. Donc on a une vitesse de croisière maintenant. Ça va, on sait faire. Mais il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. On a bien compris que le 28 février était une deadline importante. Un mot quand même avant de terminer cette émission, parce qu'on a parlé d'isolement, d'arrêt maladie, etc. Qui paye tout ça, même si délai ? Alors, eh bien, en théorie, et là c'est quand même un sujet, la CAFAT avait mis en place ce qu'on appelle le fonds de compensation Covid. Et quand ces fameuses durées un petit peu d'isolement ont été fixées, il a été prévu que le niveau de remboursement des arrêts soit légèrement inférieur, mais soit pris en compte à 100% par le fonds de compensation qui a quand même été doté de 800 millions au niveau de la CAFAS. Le problème, il n'a pas du tout été utilisé. Pourquoi ? Parce qu'au final, tout est passé en maladie pour un certain nombre de problèmes techniques, de disponibilité des formulaires de déclaration sur le site ad hoc, etc. Et donc voilà, là encore une fois, on apprend en marchant, mais on avait ce fonds de compensation qui était doté pour cette
cause un petit peu particulière. Et en réalité, tout est passé sur la maladie, ce qui permettra pas non plus de suivre exactement la situation. Bon. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est les entreprises qui supportent le coût des arrêts maladie quand ils sont de courte durée. Quand ils sont de courte durée, oui. En réalité, rappelez-nous la législation. Il y a deux cas de figure. Soit c'est un arrêt de maladie, et auquel cas c'est le dispositif d'indemnisation de la maladie qui est classique qui intervient. Soit nous sommes... Le dispositif classique, rappelez-le quand même très très brièvement. L'indemnisation de la maladie, c'est effectivement l'employeur qui indemnise la maladie, et en cas de perte de salaire, la CAFAT intervient sur 50% de la perte de salaire. Voilà. Concernant les situations d'isolement qui ne sont pas liées à un arrêt de maladie, c'est donc une situation d'absence. Et donc, normalement, effectivement, si c'est une absence, l'employeur a toujours la liberté de payer cette absence. Mais enfin, ce qui se passe en général, c'est soit ça passe en congé, soit c'est une absence qui n'est pas rémunérée. Auquel cas, effectivement, l'employeur regarde les textes et voit fonds de compensation par la CAFAT à hauteur de 70% du salaire. Donc, normalement, c'est là-dessus sur laquelle elle se base. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et là, c'est de la dentelle, c'est au cas par cas. Voilà. Encore une fois, Dr Béjean. On a une autre difficulté en Calédonie par rapport à la métropole. En métropole, tout est fiché, malheureusement, mais au moins, on sait d'où ça vient. C'est-à-dire qu'en Calédonie, vous voyez quelqu'un qui a la Covid, qui est contaminant, a priori, c'est 5 jours s'il est vacciné, c'est 7 jours s'il n'est pas vacciné. Bon, très bien, on a compris. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, le médecin fait un arrêt, il ne peut pas faire autre chose, et il ne peut absolument rien mettre sur cet arrêt, sauf peut-être en mettant la puce à l'oreille à l'employeur, télétravail possible. L'employé peut se dire « Ah, tiens, j'ai peut-être une petite idée de la chose ». Mais ça s'arrête à ça. En métropole, une fois que vous êtes testé positif, ça passe par un système parfaitement informatique, où l'employeur sait exactement ce qui se passe. Puisque le médecin, tout est direct. L'employé reçoit l'arrêt de maladie par la caisse directement, etc., etc. Donc on sait très bien d'où doit venir l'argent. Or, effectivement, maintenant, si on fait de l'orthographe avec un fonds qui a de l'argent et un très fonds qui n'a aucun fric, celui de la CAFAT, effectivement, on peut parler des fonds. Mais là, on est mort. Même si délai. Oui, c'est exactement ce que vous mentionnez. C'est cette problématique de fléchage sur le remboursement qui a pas été lisible, et du coup qui ne s'est pas appliqué. Bon, on va en tirer les conséquences. Évidemment, ces 800 millions ne seront pas perdus. Ils vont rejoindre les fonds du RUAM. Mais ils étaient prévus comme ça. Et aujourd'hui, ça a été très, très peu, quasiment pas utilisé en réalité. Donc voilà. Il faut aussi qu'on apprenne et qu'on adapte nos process et notre mode de communication. Je crois que la communication, c'est le maître mot de tout ça. Il faut communiquer davantage, de façon extrêmement précise, et pas que dans le domaine de la santé. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé sur l'alerte 2 sur Dovi. Là aussi, on aurait gagné à davantage de clarté sur les dispositions pour les entreprises. On aurait tous été... content. Voilà, et notamment la phase de sauvegarde aussi. C'est surtout celle-là à laquelle je pense. Alors, vous avez eu des réponses ce matin avec notre invité qui était le colonel Marc Ilekia, qui rappelle qu'on peut retourner au travail à partir de la phase de sauvegarde. Mais enfin bon, il y aura aussi des questions à reprendre là-dessus. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour débattre de cette question délicate. On comprend bien de la crise sanitaire et de l'impact qu'elle peut avoir dans les entreprises. C'est une émission comme toutes les semaines qui sera disponible en réécoute dans un instant sur notre site internet rrb.nc. Merci à tous les quatre. C'était les Jeudis de l'économie